Bonjour à tous et bienvenue dans les conversations francs-tireurs. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Souquier, auteur de ce livre 2022, La flambée populiste. Ensemble, on va se rappeler de cette année. Elle n'est pas terminée, mais il y a eu beaucoup d'élections. On va revenir sur ces différentes élections présidentielles et législatives. Mathieu Souquier est aussi expert associé à la Fondation Jean Jaurès et on se retrouve tout de suite. Merci. Bonjour Mathieu Souquier. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir dans les conversations francs-tireurs. C'est quasiment la dernière de l'année pour notre saison, donc je suis vraiment contente de revenir sur cette année un peu folle avec vous. Vous êtes expert associé à la Fondation Jean Jaurès et puis vous avez aussi publié ce livre récemment. Donc 2022, la flambée populiste. Donc d'abord, première question, comment allez-vous ? Écoutez, ça va très bien, mais effectivement, cette année est folle. Oui. Et on vient de passer des élections législatives qui confortent un peu l'idée qu'il y a une forme de flambée populiste dans ce pays. Voilà, c'est pour ça que je suis vraiment contente qu'on soit ensemble, parce que là, on dirait qu'il a quelques mois, et comme si c'était un peu... vous aviez vu un petit peu dans le marc. On n'est pas passé totalement à côté. Non, du tout. Alors, justement, on va commencer par parler de l'abstention. Parce que c'est vrai que c'est important et c'est un mot qui a un peu traversé toute cette saison. Est-ce que c'est la preuve d'une crise démocratique ou est-ce que c'est plutôt... Parce qu'on parle beaucoup de fatigue démocratique et pour ceux qui me connaissent savent que les mots m'intéressent et on parle beaucoup de fatigue. Est-ce que c'est réellement une fatigue ou est-ce que c'est juste une crise qui indique que les gens ne savent plus ? Alors, ce qui est vrai, c'est que pour la deuxième fois consécutive aux législatives, on a une abstention qui est majoritaire. Donc ça, forcément, ça nous questionne. Parce qu'il y a des élections qui, en général, suscitent de l'abstention, les départementales, les régionales, c'est-à-dire en fait des élections dont on ne comprend pas toujours les enjeux. Normalement, les législatives, on sait à quoi ça sert. Voilà, se désigner des représentants au Parlement, normalement, c'est important. Donc il y a effectivement un sujet. Pour autant, je nuance, je mets en perspective cette question de l'abstention comme critère de la crise démocratique. D'abord parce qu'encore une fois, l'abstention, ce n'est pas une constante. Elle progresse, certes, mais elle progresse lentement. Parfois, elle recule. Elle ne concerne pas tous les scrutins. Et en tout état de cause, ça n'est pas une singularité française. L'abstention, on l'observe dans toutes les grandes démocraties. Bien toutes sûr, les aux grandes États-Unis, démocraties. par exemple. Exactement. Et en général, elle est même plus marquée Oui. dans d'autres démocraties que chez nous. Chez nous, il y a un indice, il y a un symptôme qui me paraît plus probant, si on veut caractériser la crise démocratique qui est la nôtre, c'est le dégagisme systématique. C'est-à-dire que sous la Ve République, on observe qu'aux élections présidentielles, depuis Giscard, chaque président sortant et gouvernant sortant, c'est-à-dire hors période de cohabitation, s'est fait dégager. À chaque fois, les Français sortent les sortants. Et ça, pour le coup, ça me paraît plus probant en termes d'indice de la crise démocratique. Le seul qui ait déjoué cette règle universelle de la Ve République, le premier à le faire, c'est précisément Emmanuel Macron. Et ça n'explique pas justement ce que nous sommes en train de vivre là ? Ça l'explique à mon sens tout à fait. Oui. C'est-à-dire que Emmanuel Macron est le premier à bénéficier de la longévité qui a fait défaut à tous ses prédécesseurs. Il est le premier président de la Ve République à pouvoir présider et gouverner pendant 10 ans. Aucun de ses prédécesseurs n'a eu un temps aussi long. Le problème, c'est qu'il a la longévité sans pour autant avoir la confiance. Et donc la longévité sans la confiance, ça peut revenir en boomerang de façon extrêmement dangereuse. Et donc on voit bien que si à la présidentielle, les Français ont pour partie dit oui à Macron, ou en tout cas certains d'entre eux ont dit oui à Macron pour dire non à Le Pen, mais peu importe, c'est bien lui qui a été réélu président de la République. Ils n'ont pas dit oui au macronisme, en tout cas pas oui au macronisme triomphant aux législatives. Ok pour présider, mais pas pour gouverner, ou pas pour gouverner de la même façon en tout cas. Voilà, exactement. Justement, dans votre livre, donc 2022, La flambée populiste, page 19, il y a une phrase intéressante. Le populisme questionne en démocratie la face du peuple, sa participation à la chose publique, la défense de ses intérêts et de sa juste représentation. On est justement en train de vivre là une autre représentation avec une Marine Le Pen qui a fait une percée assez incroyable. On n'est pas encore complètement dans la proportionnelle, mais bon. Comment est-ce qu'on peut associer le peuple à la décision sans affaiblir la puissance politique ? En tout cas, on voit bien qu'on a un enjeu. Alors là, c'est pas spécifiquement français non plus. Oui. C'est-à-dire que le décrochage des catégories populaires, le décrochage civique des catégories populaires, on l'observe ailleurs. Et la gauche, qui était historiquement le camp des catégories populaires, est de plus en plus déserté, lâché par les catégories populaires. Alors en France, c'est évident, on comprend assez bien pourquoi. C'est précisément où on fait l'expérience de la gauche au pouvoir dans les années 80 qu'on fait aussi l'expérience du chômage de masse et de la crise économique et sociale. Donc assez logiquement, l'opinion a considéré que la gauche était décevante au pouvoir, qu'elle ne tenait pas ses promesses, voire pire, qu'elle n'était pas capable au plan économique et social en fait de protéger les catégories populaires. Donc le décrochage, il date de cette période-là. Et qui a fait du coup une OPA sur les catégories populaires ? L'extrême droite, qui émerge précisément à ce moment-là. Et qui au départ se forge son élan sur les classes moyennes et qui de plus en plus en fait y agrège aussi
les catégories populaires. Tout l'enjeu, effectivement, est de savoir comment les grands partis de gouvernement, ceux qui sont authentiquement républicains, peuvent recapter à eux les catégories populaires. La gauche, bien sûr, et je dirais même la gauche d'abord, mais il y a toujours eu aussi une droite populaire, incarnée par le général de Gaulle. Rappelons que Nicolas Sarkozy a siphonné l'extrême droite en faisant revenir à lui les catégories populaires. Qui à gauche ou qui à droite peut reséduire les catégories populaires pour arrêter qu'elles s'abstiennent ou qu'elles votent pour l'extrême droite. Et faire grandir ainsi cette envie de dégagisme et de populisme, de raccourci un peu dans la réflexion. Ah oui, parce que alors, au-delà même de la question de l'extrême droite, ce qu'on observe quand même, ce qu'on a caractérisé comme un enracinement du populisme dans l'opinion française, c'est le fait que de plus en plus, il y a vis-à-vis des élites une forme de rejet. Un rejet du système, une dénonciation du système, mais qui bien souvent en fait confine à la détestation de ceux qui l'incarnent. C'est-à-dire que, et avec des slogans qui sont évidemment très à la mode, de tous les mêmes, tous nuls, tous pourris. Et ça, pour le coup, ça va bien au-delà de l'extrême droite. Un indicateur de populisme qui me paraît parfaitement caractériser l'état de l'opinion, 90% des Français, 88% pour être précis, pensent que nos gouvernants prennent de mauvaises décisions, et la moitié d'entre eux pensent que c'est volontaire, que c'est à dessein, que ce n'est pas uniquement une défaillance des élites, que c'est une trahison des élites. Oui, une idée de conspiration, de complotisme aussi. Exactement, le complotisme est le stade suprême du populisme, effectivement, et on est totalement là-dedans. Oui, il y a les 10 péchés. Une Marine Le Pen ou un Éric Zemmour, ou pour partie un Jean-Luc Mélenchon, surtout il y a 5 ans, ont surfé sur cette espèce de rejet, cette espèce de défiance typiquement française. Alors là, pour le coup, si la France est championne du monde de la défiance, c'est précisément parce qu'elle agrège plusieurs dimensions de la défiance, plusieurs niveaux de défiance, une sorte de défiance en 3 dimensions. La défiance vis-à-vis des institutions, une défiance qu'on qualifie de verticale vis-à-vis de nos représentants, une défiance horizontale vis-à-vis des autres. Et en France, effectivement, on nourrit des préjugés collectif vis-à-vis du chômeur, vis-à-vis du fonctionnaire, vis-à-vis du patron, vis-à-vis de l'allocataire de minima sociaux, le télétravailleur aujourd'hui qui est considéré en fait comme un téléglandeur. On alimente des préjugés extrêmement négatifs les uns vis-à-vis des autres. Et troisième dimension, la défiance vis-à-vis de l'avenir, le déclinisme. Un Éric Zemmour typique a parfaitement surfé en fait sur ces 3 niveaux de défiance pour décoller politiquement. Et justement, l'éducation politique est importante. Est-ce que vous êtes vraiment expert, vous savez ce que c'est que de penser la politique au sens platonicien du terme, la gestion de la cité? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être des lacunes? On dit que les Français sont très politisés. Mais est-ce que justement, si on travaillait peut-être mieux au niveau de l'école, ce rapport à la politique, au-delà des 2 heures d'éducation civique qu'on peut avoir à l'école, il y aurait peut-être dans les années à venir un peu moins on céderait un peu moins à cette facilité populiste? Alors, je sèche un peu. C'est un vrai cas d'école. C'est une vraie difficulté. Je sèche un peu parce qu'on n'a jamais été aussi instruit qu'aujourd'hui. On n'a jamais été aussi informé qu'aujourd'hui. Très juste. Y compris nos jeunes enfants, qui le sont beaucoup plus qu'on ne l'était nous-mêmes aux mêmes âges, etc. Donc on a accès aujourd'hui à une somme d'informations en permanence. Et évidemment, en ayant accès à une somme d'informations, on a aussi accès à une somme de désinformation qui parfois entretient une forme de confusion. Donc on pensait que le pari des Lumières était gagné, que plus on était instruit, plus on était informé, plus on était politiquement conscientisé. Et en réalité, on succombe comme jamais au complotisme. Alors ça ne veut pas dire encore une fois que l'époque a inventé le complotisme. Il y a eu du complotisme à toutes les époques. Mais ce qui est troublant, ce qui est frappant, inquiétant, et moi je n'ai pas de réponse à ça, c'est d'observer qu'aujourd'hui, alors qu'on progresse à bien des égards, là-dessus on ne progresse pas exactement. Oui, tout à fait. On s'est rendu compte avec ces dernières législatives que les Français n'étaient pas complètement contre l'idée de la cohabitation. Est-ce que c'est nouveau, cette idée? Parce qu'on se rappelle des 2 cohabitations qu'on a eues, ça s'est plutôt bien passé, mais on n'avait pas forcément envie d'y retourner. Et là, oui. Alors, on a même considéré effectivement que, et il y avait une forme de consensus autour de ça, que la cohabitation était quand même une forme d'empêchement et qu'il fallait réformer nos institutions pour précisément se prémunir de tout nouveau risque de cohabitation. Il y a même eu 3 périodes de cohabitation, 2 sous Mitterrand, 1 sous Chirac. Et voilà, la conclusion qu'on en avait collectivement tirée, c'était qu'il fallait passer du septennat au quinquennat et par ailleurs revoir l'ordre des élections pour précisément aligner les élections législatives sur les élections présidentielles. Oui, alors là, il y a une forme de leçon. Il y avait une tentation cohabitationniste, alors qui pour de vrai n'a pas débouché. Jean-Luc Mélenchon n'aura pas été Premier ministre, en
tout cas pas tout de suite. Mais on voit bien que, encore une fois, les Français ont dit oui à Emmanuel Macron comme président et pas tout à fait oui comme chef d'une majorité parlementaire. Ceci étant, on se retrouve avec une assemblée qui est probablement la plus représentative qu'on ait jamais eue. Voilà. On n'a pas fait la proportionnelle, en tout cas, on ne l'a pas inscrite dans les règles, mais en fait, on l'a. On a une proportionnelle de fait. Donc on a un Parlement qui n'a jamais été aussi représentatif qu'aujourd'hui. Mais le fait est, c'est le paradoxe, c'est qu'il est ingouvernable comme jamais. Il est représentatif comme jamais, mais il est ingouvernable comme jamais. On sent bien que les Français sont pris dans des aspirations un peu contradictoires. Est-ce que cette conversation, ou peut-être ces batailles qu'il va y avoir à l'Assemblée nationale ces prochains mois, va éviter d'avoir la révolution dans la rue? Alors peut-être qu'effectivement, il peut y avoir une forme de régulation par le fait que des forces politiques qui étaient très peu représentées à l'Assemblée nationale désormais y ont une place. Et ça, c'est tout à fait nouveau. C'est-à-dire que l'extrême droite et Marine Le Pen elle-même, qui a en général assez peu investi son travail de parlementaire, que ce soit au Parlement européen, ou d'ailleurs elle a quelques casseroles judiciaires, que ce soit au Parlement européen ou au Parlement français, elle a assez peu fait de l'Assemblée nationale une vraie rampe de lancement politique. Au contraire, en réalité, elle était surtout présente ailleurs. Là, pour le coup, à la tête d'un groupe de presque 90 députés, et en se posant comme la principale opposante à la majorité parlementaire, à la majorité présidentielle, on peut imaginer que les choses vont se réguler autrement. On peut aussi imaginer que si, par exemple, le choix tactique fait par la France insoumise notamment est d'incarner une opposition aussi radicale et aussi effervescente, aussi éruptive qu'il n'avait réussi à le faire avec 17 députés au cours des 5 précédentes années, on peut imaginer qu'aujourd'hui, à 70, disons que le niveau de bazar à l'Assemblée puisse au contraire trouver une forme d'écho dans le pays et entretenir, je ne parlerai pas de chaos politique à l'Assemblée et de chaos social dans le pays, mais on sent bien que le contexte est abrasif. On sent bien que le contexte est abrasif, que la colère au sein de l'opinion peut rejaillir à n'importe quel moment, et donc on n'est pas sûr qu'on entre dans un quinquennat apaisé. J'ai plutôt tendance à dire qu'on est dans une forme de brouillard, là, institutionnel, dont on ne sait pas ce qu'il va donner pour de vrai dans la réalité économique et sociale du pays les prochains mois. Oui, surtout que l'ADN de la France insoumise, c'est quand même d'espérer la victoire du peuple dans la rue. Oui, donc, et avec l'inciter. une vraie logique mouvementiste. C'est-à-dire que la France insoumise en appelle toujours au peuple, aux forces sociales, aux forces syndicales. Et donc, il peut y avoir de ce point de vue-là une vraie jonction. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a certes été réélu, mais il nourrit lui-même un vrai rejet dans l'opinion. Et c'est d'ailleurs une des tendances de l'époque. C'est-à-dire que les 3 leaders politiques qui dominent la scène politique aujourd'hui, Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, tous les 3 suscitent une assez forte adhésion de leurs troupes, mais un très fort rejet de tous ceux qui précisément ne composent pas leurs troupes. Et donc ça, c'est assez compliqué. Vous avez aujourd'hui à l'Assemblée nationale 3 blocs qui dominent tous les autres. La majorité présidentielle, majorité toute relative désormais, mais la majorité présidentielle, la France insoumise et l'extrême droite. Et précisément, ce sont 3 forces politiques totalement irréconciliables. Ah oui, là, pour le coup. Totalement irréconciliables. Déjà, voyons comment NUPES va arriver déjà à ce... Ça peut commencer comme ça, déjà, le bazar. Entre chaque bloc, à l'intérieur de chaque bloc, arriver à s'entendre. Oui, alors, arriver après. Ceci étant, il est tout à fait possible que les logiques boutiquières, que les logiques de parti fassent exploser l'attelage à gauche. Mais quand même, si la gauche s'est unie, c'est précisément parce que quand même, il y a eu un effet de vote utile à la présidentielle, que Jean-Luc Mélenchon, en dépit du rejet qu'il suscite, y compris chez ses propres électeurs, a été le leader de la gauche de façon totalement incontestable. Quasiment un électeur sur 5 s'est porté sur Jean-Luc Mélenchon. Donc ça dit bien que l'opinion de gauche, en tout cas, qui n'est pas toute alignée sur les positions de Jean-Luc Mélenchon, sur le programme de la France insoumise, a quand même considéré qu'il y avait un intérêt à s'unir. Que, encore une fois, ce qui rendait les gauches conciliables, potentiellement unis, était supérieur à ce qui les rendait irréconciliables. Et ça, toutes les enquêtes d'opinion l'attestent. En fait, les gens de gauche sont en désaccord sur des tas de sujets, mais ils sont quand même en accord sur bien plus de sujets. Donc l'alliance de la gauche, elle est en fait logique sur le fond. Et là, elle fait la démonstration de son efficacité, parce que l'état des forces est exactement le même qu'en 2017 en réalité. La gauche fait 25%, mais là où avec 25% en 2017, elle fait quelques dizaines de députés seulement, là évidemment unie, en fait, elle crée une dynamique qui fait qu'elle triple quasiment son nombre de députés. Donc l'alliance a un sens. L'alliance a un sens. Et vous parliez de bloc tout à l'heure, justement. Est-ce que le mot bloc a du sens, surtout quand on parle de bloc, 4e bloc, l'abstention? Est-ce que ce terme-là n'est pas un terme qu'on a trop utilisé dans l'année? Encore une fois, on revient sur des moments phares de cette année.
Est-ce qu'il ne faut pas simplement indiquer qu'il ne faut plus l'utiliser? Parce que qu'est-ce que vous en pensez de ce terme? Alors, il y a des forces politiques, mais il y a des forces politiques qui sont conjoncturelles. C'est-à-dire que la force politique qui porte Marine Le Pen est une force politique structurée depuis longtemps. Ça, pour le coup, l'extrême droite, avec le travail de Jean-Marie Le Pen d'abord et de Marine Le Pen, ça fait plusieurs décennies que c'est une force politique qui est structurée. Du côté de Macron, c'est beaucoup plus gazeux, et du côté de Jean-Luc Mélenchon aussi, à la faveur d'une alliance de circonstances, le terme de bloc ne me paraît pas adapté. Le terme de bloc suppose qu'il y a quelque chose de solide et quelque chose de cohérent. Je ne suis pas sûr que les forces politiques dont on parle soient si cohérentes que cela et si solides que cela dans la durée. Et par ailleurs, j'ajoute que Jean-Luc Mélenchon se revendique l'étiquette de bloc populaire. Là, pour le coup, je pense que l'étiquette est encore moins probante. Ça n'est pas du tout un bloc populaire. Ça n'est pas un bloc. Et encore une fois, les catégories populaires, elles sont bien plus derrière Marine Le Pen que derrière Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, Marine Le Pen a fait une percée incroyable. Alors même elle s'en est pas remise. Non, elle n'y croyait pas elle-même. Non, du tout. Et on peut imaginer peut-être une victoire du Rassemblement national dans les 5 ans à venir, ou c'est quand même, restera raisonnable? Est-ce qu'on peut encore utiliser même le mot raisonnable quand on sait que les classes populaires ont envie d'aller vers là? Ils ne sont pas déraisonnables. L'objet de notre livre était de dire qu'il y a 2 forces souterraines précisément dans le pays, 2 forces souterraines dont on ne voit pas forcément l'ampleur mais qui sont bien là et qui auront forcément un jour des répercussions politiques. L'enracinement du populisme. Donc encore une fois, la dénonciation du système, la détestation des élites, etc. Quelque chose de très fort entre la faillite et la trahison des élites. Et deuxième dimension, la droitisation de l'opinion. Alors la droitisation de l'opinion, on l'observe d'ailleurs dans d'autres démocraties, dans d'autres pays européens, ça n'est pas spécifiquement français. Mais chez nous, il y a non seulement une droitisation de l'opinion, mais pour partie une extrême droitisation de la droite. Donc on voit bien que le pays se déporte vers la droite et pour partie vers l'extrême droite. La traduction politique, on l'a eu de façon extrêmement nette, à la présidentielle d'abord, où Marine Le Pen et aussi le renfort d'Éric Zemmour au 2e tour, l'extrême droite s'est portée à un niveau tout à fait inédit, mais on l'observe aussi aux législatives. Quand on regarde en fait les 4 tours, depuis le 1er tour de la présidentielle jusqu'au 2e tour des législatives, on voit précisément que la dynamique macronienne régresse, recule, ralentit. En fait, à chaque tour, Emmanuel Macron voit sa base rétrécie. Il fait un meilleur score au 1er tour de la présidentielle qu'en 2017, mais au 2e tour, il fait un moins bon score. Et aux législatives, il fait aussi de moins bons scores qu'en 2017. À l'inverse, Marine Le Pen est celle qui, depuis le début, en fait, demeure sur une pente ascendante. Donc il est vrai que les instituts de sondage n'avaient pas réussi à prévoir la projection au siège de cette force-là, mais tous les instituts de sondage quand même avaient bien vu que l'extrême droite était en dynamique, y compris aux législatives. Donc 90 députés, 89 pour être précis, ça fait une présence au Parlement tout à fait inattendue, tout à fait inhabituelle, tout à fait atypique, et qui du coup contribue encore plus à banaliser, à dédiaboliser, à institutionnaliser la place de l'extrême droite dans le paysage politique français. Ça devient une force politique républicaine, au cœur des institutions, qui va jouer tout son rôle d'opposition, mais d'opposition constructive. C'est Marine Le Pen elle-même qui l'a dit, pour normaliser en fait sa présence dans le paysage politique français. Et donc, une fois qu'on l'aura vu à la tête d'un groupe parlementaire défendre ses positions de façon tout à fait normale, naturelle, raisonnable, responsable. Raisonnable, c'est pour ça que j'emploie ce mot-là. Responsable, on peut tout à fait craindre que la dynamique continue de la porter pour les prochaines années. Alors, elle a fait 3 campagnes présidentielles, en fera-t-elle une 4e, on verra bien. En tout cas, l'extrême droite n'a jamais eu autant qu'aujourd'hui le vent en poupe dans ce pays, ça c'est sûr. Donc en plus, elle enjoint les Français de toute origine. Absolument. Voilà, ça c'est important parce que elle assume un côté désormais fédérateur. Voilà, c'est la nouvelle droite. Il ne s'agit plus du tout de faire peur, il ne s'agit plus d'être dans la radicalité, mais au contraire de rassurer et d'apaiser. Très bien. Donc la diaboliser n'a plus de sens. Alors je pense qu'il faut continuer à dire que l'extrême droite a une spécificité, que c'est dangereux. Je fais partie de ceux qui disent de façon résolue que l'extrême droite et la gauche radicale n'ont rien à voir, qu'il ne faut pas les confondre, et que le Front républicain, précisément, c'est quelque chose qu'on continue d'échafauder vis-à-vis de l'extrême droite. Vis-à-vis de l'extrême droite. Alors, le Front républicain prend l'eau, mais je pense qu'il ne faut pas cesser d'invoquer, y compris des raisons morales, pour combattre l'extrême droite. On peut aller sur son programme, on peut démonter l'inanité de son programme, démontrer l'inanité de son programme, mais ce n'est pas parce que, encore une fois, on démonte son programme qu'il ne faut pas aussi démonter les valeurs ou les préjugés sur lesquels elle fonde son discours, qui est un discours d'exclusion. Tout à fait. C'est bien de le rappeler, même si on a l'impression qu'il faut ne pas diaboliser ceux qui votent pour elle, qui sont ceux qui sont entendus, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, par un camp et plus par la gauche. Voilà, c'est important. Alors, dernière question, j'aime beaucoup la dernière partie du livre qui s'appelle « La fabrique de la démocratie ». Donc,
Après toute notre conversation, comment est-ce qu'on réinvente la démocratie? Vous avez 2 heures. Alors, si on se dit que l'abstention dont on parlait au tout début de l'interview, on peut l'avoir de façon positive. Après tout, en fait, l'abstention, alors il y a l'abstention qui correspond à une relégation sociale, c'est-à-dire une relégation civique qui correspond à une relégation sociale, de décrocheurs qui font qu'on n'est même plus en situation d'aller voter. Mais si on prend tout le reste du corps social, en réalité, il y a une partie de l'abstention qui s'explique en fait de façon presque naturelle. Nous sommes une démocratie. C'est-à-dire qu'on a la liberté et en plus on est un pays riche, donc on a la prospérité. Et donc finalement, quand on a et la liberté et la prospérité, on peut faire le contraste avec par exemple la situation de nos camarades ukrainiens qui sont en guerre confrontés au poids d'une dictature, etc. Nous, on est en démocratie, on a la liberté et la prospérité. Donc il y a des tas de gens qui se disent en fait, j'ai pas forcément besoin de voter, j'ai même pas besoin de m'intéresser à la politique, tout va bien. J'ai et la liberté et la prospérité. Tous les Français ne sont pas prospères, tous les Français ne se vivent pas comme prospères, mais globalement, on est quand même un peuple qui va plutôt bien. Oui. Néanmoins, si on se demande comment on réenchante la démocratie et comment à chaque génération, encore une fois, on réimplique les gens, je pense qu'il y a 2 choses. En tout cas, on a 2 vraies lacunes démocratiques. La démocratie, ça s'apprend. Ça se pratique, mais pour se pratiquer, ça s'apprend. Et moi, je suis frappé de voir que l'école n'est pas un espace de démocratie. Et donc, moi, j'ai une proposition, je ne sais pas si elle est disruptive ou si elle est révolutionnaire, mais je pense qu'on ne réenchantera pas la démocratie tant qu'on ne fera pas de l'école un espace de démocratie. Et précisément aujourd'hui, à l'école, les profs ne décident de pas grand-chose et les gamins ne sont jamais associés à la moindre décision. Je pense que l'école doit devenir demain un espace de démocratie. Et deuxième dimension qui me frappe, l'entreprise, le monde du travail n'est absolument pas démocratique. Nous réclamons en fait de participer à la chose démocratique, au fait démocratique en toutes circonstances, dans son quartier, pour l'ouverture d'une piscine, d'un square, etc. On veut pouvoir donner son avis, on veut pouvoir avoir des budgets participatifs, de la démocratie participative, des conventions sur le climat, etc. etc. On réclame ça en permanence et on accepte pourtant que toute la journée, de 9h du matin à 6h ou 7h du soir, quand on est au travail, on soit dans un espace qui ne soit pas démocratique. Je pense que demain aussi, l'entreprise devra progresser en matière de démocratie. Ça ne veut pas dire que tous les salariés dans une entreprise vont décider à la place du patron, mais ça veut dire que de plus en plus quand même, les salariés demandent légitimement à être associés à un certain nombre de décisions et je pense qu'il faut le faire. La démocratie, ça se pratique tout le temps, partout et en toutes circonstances. Et ça signifie peut-être aussi que c'est le témoignage ou la preuve que les Français sont en train de, aisément, volontairement, rogner sur leur liberté pour plus de sécurité? Alors, c'est encore une fois, on a une opinion qui est très ambivalente, qui veut tout et son contraire, qui veut moins d'impôts et plus de services publics, et qui veut effectivement plus de liberté à bien des égards, mais aussi plus de sécurité. Et donc, on est en permanence, ça balayé entre des aspirations contradictoires. Néanmoins, il y a effectivement le débat qu'on a eu sur le terrorisme, puis le débat sur les enjeux sanitaires. Donc on a vu qu'on était prêt au moins temporairement à rogner un certain nombre de nos libertés. J'ai plutôt tendance à considérer que la France est un pays quand même où l'espace des droits, le champ des droits continue de progresser. Super de terminer là-dessus. Voilà. Soyons optimistes. Oui. Surtout avant de partir en vacances. Mais voilà, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que j'ai tenu vraiment à terminer cette collection de conversations francs-tireurs avec vous, parce que justement, c'est un livre très intéressant que vous pouvez évidemment encore vous procurer sans aucun souci. Et puis, revoir cette conversation qui nous rappelle notre année, mais en même temps le fait qu'il y a 1000 raisons d'espérer que ça fonctionne bien. Absolument, tout ne fonctionne pas si mal. Même si les Français sont souvent persuadés du contraire, tout ne fonctionne pas si mal. Mais oui. Merci beaucoup Mathieu Souquier et à très bientôt. Merci à vous. Et voici votre livre. Voilà, 2022, La flambée populiste. Merci.